Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo qui va être un petit peu longue, je vais vous faire une review de Alien, donc de Alien, le livre de base, et Alien, la boîte de démarrage. J'ai eu l'occasion d'y jouer en tant que joueur dans une partie et de maîtriser une partie. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder la boîte puis le livre de base, de faire un peu l'état des lieux du truc, pour terminer en deuxième partie de vidéo sur un peu un retour d'expérience, etc. J'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo que je devais faire il y a assez longtemps, mais avec le Covid, ça a un peu décalé les trucs, parce que la boîte, notamment, je voulais la faire jouer en présentiel avec les petits tokens, les petites cartes, etc. Donc il fallait que j'attende la fin du confinement, les trucs de couvre-feu pour la faire jouer en après-midi, etc. Donc pour organiser le truc, c'était un petit peu complexe, finalement. Mais maintenant, voilà, on va en parler. Je remercie d'ailleurs Free Aligan de m'avoir envoyé la boîte d'initiation en anglais, mais aussi Arcane Asylum de m'avoir envoyé la boîte en français. Donc, jackpot. C'est super sympa. Et puis, moi-même, de mon côté, je me suis acheté le livre de base pour pouvoir aller un petit peu plus loin, parce que le jeu a piqué ma curiosité contre toute attente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Ça nous aide, avec la petite cloche et tout. On se retrouve après la présentation du matériel pour un peu un débrief post-partie. Ok, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble cette boîte Alien. Bon, alors déjà là, je fais de la publicité mensongère parce qu'il y a des trucs que j'ai mis dedans. On va les retirer. Décidément, j'ai mis beaucoup de choses dedans. Voilà, enfin. Donc les deux choses les plus importantes que vous allez trouver dans la boîte d'Alien, c'est tout simplement le livret de règles et le chariot des dieux, c'est-à-dire le scénario que la boîte de démarrage vous propose de jouer. C'est donc un scénario en mode cinéma. Alors qu'est-ce que ça signifie le mode cinéma? En gros, c'est un scénario one-shot, assez long ici, où on prend le parti d'essayer d'imiter l'esthétique et l'histoire qui se raconte dans les films Alien, tout simplement. Ça signifie que dans ces scénarios, vous allez avoir déjà des pré-tirés. Des pré-tirés qui vont être adaptés à ce scénario précis. Donc là, typiquement, on est dans cette boîte de démarrage avec le chariot des dieux. C'est un scénario qui ressemble vachement au premier épisode d'Alien. Donc où vos PJ vont être des camionneurs de l'espace qui essayent de ramener un truc, qui sont dans leur routine. Ils font un voyage de routine, mais il va se passer quelque chose. Ils vont recevoir un signal de détresse d'un vaisseau et la mission de Weyland Yutani, leur employeur, va changer. Maman, donc l'intelligence artificielle du vaisseau, va leur dire que leurs priorités ont changé et qu'ils doivent aller aider ce vaisseau en détresse. Et là, ils vont tomber sur des aliens, etc. Donc on va pas partir dans le détail du scénario parce que je vais pas vous le spoil. Mais globalement, l'idée, c'est voilà, de retrouver cette ambiance spécifique au film Alien, donc une ambiance horrifique et d'action, un truc assez stressant. Et du coup, vous allez avoir comme ça des pré-tirés qui, je trouve, sont très bien faits parce que d'un côté, vous avez un résumé très clair du personnage pour vos joueurs, pour qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause. Donc ici, vous allez avoir des notions un petit peu plus en termes de règles. Ici, un court résumé de ce qu'est véritablement votre personnage. Et de l'autre côté de la feuille, vous allez avoir tout simplement une feuille de personnage la plus classique avec vraiment les éléments nécessaires pour le gameplay. Donc vous allez avoir comme ça plusieurs PJ disponibles, pré-tirés. Pour chacun de ces PJ, et ça c'est une des autres choses spécifiques au mode cinéma, vous allez avoir des objectifs. Alors, ça c'est un des petits défauts de la boîte. Vous voyez, en fait, vous avez des sachets qui contiennent les cartes que je vais vous montrer maintenant. Et ces sachets, en fait, une fois que vous les avez ouverts, c'est un peu galère de les réutiliser. Donc moi, j'ai utilisé ça. Il n'y a pas vraiment de sachet de rangement vraiment bien foutu. Donc en fait, vous voyez, vous allez avoir des objectifs personnels pour chacun des pré-tirés. En gros, c'est des cartes que vous allez distribuer au fur et à mesure de la partie pour donner des informations à vos joueurs. Donc typiquement ici, ces cartes-là, c'est des cartes qui vont leur expliquer les effets d'une éventuelle infection qu'ils pourraient contracter à bord du vaisseau. Ici, vous avez des cartes qui résument les PNJ, parce que, comme on l'a dit, on essaie de reproduire une ambiance un peu cinématique, un peu comme un film Alien, et du coup, il y a de bonnes chances que vos PJ meurent. Et donc, on vous donne des cartes pour les PNJ, pour, si jamais il n'y a plus de pré-tirés, par exemple, que tous les pré-tirés sont déjà morts, que vous puissiez récupérer le rôle d'un PNJ rapidement et l'incarner, avec ses objectifs personnels, etc. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ça. Vous voyez ici, j'ai 3 cartes d'objectifs pour les actes 1, 2 et 3 du chariot des dieux pour le personnage de Davis. Donc Davis, en l'occurrence, il me semble que c'est le pilote.
ou la pilote plutôt. Donc au début de la partie, vous allez tout simplement donner son objectif de l'acte 1 à Davis, et pendant la première partie du scénario, elle va se concentrer sur cet objectif, en plus du fait de travailler avec l'équipe, etc. Et puis à partir d'un certain moment, qui est flou, enfin basé sur un événement du scénario, vous allez lui donner l'objectif 2, puis l'objectif 3. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, en acceptant ces deux états de fait, la mortalité est élevée pour vraiment refléter le truc alien. Le but, c'est pas forcément de gagner, mais de bien raconter un film alien. Et deuxième chose, on va jouer des objectifs qui vont évoluer. Grâce à ces mécaniques, en fait, vous allez réussir à reproduire vraiment un scénario qui va avoir l'ambiance d'un film alien, mais où en plus tout le monde joue en connaissance de cause. Ça veut dire que vous n'allez pas particulièrement devoir faire épreuve de dirigisme en tant que maître de jeu pour vraiment faire « Ah, regardez, j'ai fait un scénario vraiment tout comme Alien ». Non, vos joueurs participent à ça. Ils savent qu'ils ont des objectifs, etc. Que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il va falloir jouer à la Alien. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous spoil, mais il y a des traîtres, etc. Potentiels dans le vaisseau. Il peut y avoir des objectifs qui vont mener à du PVP. Ça fait aussi partie du délire. Donc je vais terminer avec les cartes pour pouvoir les ranger ensuite et vous montrer le reste. Parmi les cartes de la boîte, vous allez également avoir les objets, enfin en particulier les armes, pour pouvoir les distribuer à vos PJ au fur et à mesure du scénario. À chaque fois avec une petite illustration, donc c'est plutôt cool. Vous allez aussi avoir des cartes d'initiative, parce que dans Alien, on tire tout simplement des cartes pour savoir dans quel ordre on joue. Donc n'oubliez pas de les mélanger. Of course, sachez que les xénomorphes, etc., on reviendra rapidement sur les règles après, peuvent avoir plusieurs tours d'initiative pour les rendre plus dangereux. En général, alors pas toujours, mais ça va être vos PJ contre un seul xénomorphe, donc s'il n'a pas beaucoup d'action dans le round, il risque de mourir assez vite. Ici, voilà encore des objectifs personnels et des PNJ. Mes cartes étaient complètement mélangées, et ça c'est parce que tout simplement, malheureusement, je n'ai pas de boîte cartonnée pour les ranger. C'est vraiment le petit truc que je trouve embêtant de cette boîte de démarrage. Donc tant qu'on y est, je vais continuer à faire le tour des accessoires. Donc évidemment, vous allez avoir des dés. Alors vous n'en aurez pas autant, hein. Et ils m'ont envoyé en double Alien. Donc je me suis retrouvé avec plein de dés. Voilà. Mais vous, globalement, vous allez avoir un sachet avec suffisamment de dés pour jouer normalement. Alors peut-être qu'à très haut niveau de stress, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si vous prenez une seule boîte, vous aurez largement les dés nécessaires. Alors vous n'en aurez pas en excédent. Vous ne pourrez pas donner plein de dés à chacun de vos joueurs. Ils vont se les passer entre eux. Mais vous aurez 10 dés noirs et 10 dés jaunes, donc on reviendra sur le système après. Autre accessoire, tout simplement cette grosse carte qui franchement est de qualité. Le papier il est épais, donc vous pouvez vraiment la poser sur la table, vous n'avez pas peur de le déchirer au moindre truc. Ça c'est cool. Et en fait vous allez avoir le plan de l'USCSS Cronus, donc le vaisseau que vos PJ vont essayer d'aller sauver. Et ça je trouve que c'est un des gros points forts du jeu, c'est ces cartes. Vos PJ vont s'en servir comme appui pour avancer stratégiquement. Et en fait, le fait de voir comme ça où ils peuvent aller, etc., ça augmente la tension, bizarrement. Dans d'autres circonstances, moi, je me dis, un scénario d'horreur, pour avoir peur, il faut que ce soit un petit peu flou pour qu'on se perde, etc. Mais là, en fait, ce qui est vachement cool, c'est que cette carte, elle rappelle un petit peu les PJ à la rationalité et au professionnalisme régulièrement, malgré l'horreur. Je sais pas comment dire. Déjà, ça aide vachement à se représenter la taille du vaisseau et aussi les positions des PJ, parce que s'ils viennent à se séparer dans le vaisseau, c'est intéressant d'avoir une carte. Mais aussi, voilà, vous allez souvent, enfin, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir pendant la partie, voir, par exemple, le capitaine du vaisseau qui va essayer de rappeler les autres à l'ordre malgré le danger ambiant et leur dire, bon, regardons la carte, il faut qu'on aille ici pour récupérer tel truc. Ça leur permet un peu de planifier leurs mouvements, d'apporter une sorte d'aspect stratégique au milieu de l'horreur spatiale. Moi, je trouve que c'est stylé. En plus, c'est pas incohérent de l'avoir. Ça fait bon effet quand vous la déployez sur la table en prenant la voix de maman qui va faire quand votre capitaine de vaisseau fait maman, active les senseurs. Et vous prenez une petite voix de Google Home et vous faites carte de l'USCSS Cronus uploadée. Et là, vous déployez votre carte sur la table et vos joueurs ils se penchent tous comme ça en disant waouh, alors où est-ce qu'on va arriver et tout. Ça aide vachement à se repérer. Donc c'est vraiment bienvenu. En plus, ça fait partie des règles du jeu. C'est une sorte de battle map un peu abstraite. Vous voyez, c'est pas des cases, etc. Mais les règles du jeu, de combat, etc. fonctionnent en zones. Et vous avez ces zones qui sont représentées. Vous avez les conduits d'aération pour vous déplacer. Un autre accessoire de la boîte, ce sont ces tokens. Alors moi, je m'en suis pas servi parce que voilà, j'en ai pas ressenti l'utilité. Mais vous pouvez utiliser comme ça ces tokens pour indiquer les endroits où vos PJ ont détecté du mouvement et pour qu'ils essayent de savoir où est le danger, etc., de se repérer. Vous avez aussi comme ça des tokens qui peuvent vous servir pour les combats spatiaux qui ne sont pas abordés
dans la boîte d'initiation, mais qui vous seront utiles si vous utilisez le livre de base que vous jouez en campagne ou tout simplement de futurs scénarios cinéma où il y aura des batailles spatiales. Puis vous avez également des tokens, voilà, pour représenter un peu les combats. Alors bon, les tokens ils sont un petit peu gros par rapport à l'échelle du vaisseau. Par contre, on va pas se mentir. Et voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir des petits tokens. Et de l'autre côté, bon, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Vous avez une carte des étoiles. Ils appellent ça la carte des étoiles des cieux médians. Donc c'est la carte de l'espace conquis ou du moins connu, avec les différentes répartitions des factions politiques. Alors moi, étant daltonien, c'est pas toujours évident, mais vous devriez vous en sortir. Ça va vous aider si vous jouez en campagne, etc., à vous repérer, à avoir un peu les zones d'influence. Et donc c'est une très belle carte et qui, une fois de plus, vaut le coup, je trouve, dans le kit de démarrage, parce que vous pouvez aussi l'avoir, il me semble, avec l'écran du maître du jeu, mais elle sera plus en poster un petit peu fin, alors que là, vous voyez que le papier est épais. Ok, donc on a commencé par les accessoires, on va peut-être aller un peu plus à l'essentiel maintenant. Donc là, vous avez le chariot des dieux. Donc je vous ai dit, je vais pas vous spoil. Mais en gros, on vous présente bien le concept du scénario cinéma, la situation, les informations dont vous allez avoir besoin globalement. Et ensuite, paf, là on part directement dans la présentation des PNJ. Alors d'abord, excusez-moi, je vais trop vite. Ici, il y a la présentation du vaisseau des PJ dans lequel ils vont pas forcément passer beaucoup de temps. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même des trucs à faire dedans éventuellement. L'équipement qui est disponible dans leur vaisseau. Ici, vous avez les PNJ à rencontrer. Je passe vite parce que je veux vraiment pas spoil. Ici, vous retrouvez les plans, ce qui est assez pratique pour pas avoir à vous pencher au-dessus de la table pour montrer les trucs à vos PJ, notamment si vous avez l'écran du maître du jeu. Ici, vous avez le détail de chaque pièce qui va du vaisseau en fait. Sans exception. Donc ça c'est vraiment cool parce que du coup ça vous montre bien que c'est un scénario d'exploration et que même si c'est cinéma, c'est pas linéaire. Il y a des événements clés, mais c'est surtout de l'exploration. Donc vous allez les PJ vont explorer ce vaisseau, découvrir ce qui s'y passe, et ensuite vous arrivez aux événements. Et là, truc trop bien fait, moi je trouve. Vraiment, j'aime bien cette manière de présenter le scénario. Vous avez tout simplement des événements et on vous précise à chaque fois événements obligatoire. Bon, on sait que rien n'est obligatoire dans le jeu de rôle, hein, mais c'est intéressant de bien distinguer ce qui est un peu optionnel, ce qui peut permettre de, par exemple, rallonger la durée du scénario si on trouve que ça va vite, augmenter la tension si on trouve que c'est un peu léger, rajouter du danger si on veut mettre un peu plus à l'épreuve nos PJ. On vous montre un peu tous ces trucs optionnels que vous pouvez mettre et les points clés vraiment importants, plutôt que de simplement faire une sorte de chapitrage avec voilà ce qui se passe et puis en ligne droite, enfin comme si les PJ en fait n'avaient aucun levier pour modifier cette histoire et que ça allait aller droit au but comme ça. On vous segmente un petit peu les événements. Alors peut-être qu'à la première lecture du coup ça peut rendre le truc un tout petit peu plus difficile, mais par contre ça aide vachement à s'approprier le scénario. Et donc voilà, acte 1, donc ça correspond les actes aux objectifs que vous avez les distribuer à vos PJ. Donc l'acte 1 qui je trouve est le meilleur, l'acte 2 qui est cool aussi, qui demande peut-être un petit peu plus de préparation pour essayer d'y mettre un petit peu de mouvement, je le trouve. Et l'acte 3 qui est, concrètement, c'est peut-être un des points faibles du truc. J'ai pas trop compris certaines choses qu'ils ont essayé de faire. En gros, il y a des PNJ supplémentaires qui viennent s'ajouter alors qu'on arrive vers la fin de l'histoire, qui, je sais pas. Moi, j'ai modifié cet acte 3. On y reviendra en fin de vidéo. Épilogue, donc là, un moyen de finir en beauté à la Alien. Et enfin, la description des aliens qui vont être rencontrés, avec leurs caractéristiques, etc. Et à la fin, les talents. Donc là, on en arrive au système. On va passer rapidement là-dessus pour aller dans le livre des règles. Donc 103 pages, le bouquin de règles est généreux. Alors attention quand même, si vous aimez le jeu de rôle au kilo ou au mot, vous voyez que voilà, il y a des pages où il n'y a quasiment rien. Par contre, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas rien. Il y a des artworks incroyables. Alors là, vous avez des reflets horribles. Mais par contre, déjà, une chose qu'on peut constater, c'est que le jeu, la mise en page est magnifique, aérée. Genre en vrai, ça peut être un défi parce que tout est noir et gris. Et parfois, ça use les yeux. Et en fait, là, non. Tout est... Enfin, je trouve que on ne se fatigue pas à le lire. Il y a des super illustrations, comme vous le voyez. Et il y a beaucoup de règles. Les seules règles qui vont vous manquer par rapport au livre de base, je vais passer rapidement parce qu'après on va regarder le livre de base. Les seules règles qui vont vous manquer,
ce sont les règles de combat spatiaux, il me semble. Vous n'allez pas avoir la création de personnages, vous n'allez avoir que les talents dont vous avez besoin pour les pré-tirer de ce scénario. Vous allez pas avoir tous les véhicules, peut-être pas tout l'équipement, je sais pas, j'ai pas fait l'inventaire non plus. Mais sinon, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour jouer ce scénario et plus. Franchement, avec juste les règles qui sont ici, il y a moyen, si vous avez déjà fait du jeu de rôle, etc. par le passé, et que vous aimez bricoler, de bricoler des trucs et de jouer, d'aller un peu plus loin que ce que vous propose le scénario de base. Donc on va tout de suite passer au livre de base, parce que sinon ça va être un petit peu de la répète. Ok, donc on termine avec le livre de base, qui est superbe. Alors là, c'est la version collector, je crois, oui, c'est ça, ça doit être... la couverture n'est pas la même pour le livre de base classique, on va dire. Donc, super bouquin, ultra beau, bonne surprise. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que je suis pas forcément le plus grand fan d'Alien, j'en ai vu 2 ou 3, je les ai même pas tous vus. Mais voilà, j'ai vu un actual play qui m'a vraiment accroché. J'aime beaucoup de toute façon lire en général tous les jeux de Free Halligan qui sont super top. Donc je l'ai pris par curiosité un petit peu et en fait c'était une super surprise. Vous allez avoir tout d'abord une bonne présentation de l'univers approfondie. Alors je sais pas exactement si c'est un univers étendu Alien avec beaucoup de spin-off et de trucs fan-made. Mais moi, j'ai trouvé que l'univers était vachement profond par rapport à ce que laissent présager les films. En fait, l'univers a été bien développé. Vous avez une chronologie, vous avez voilà les différents types de personnages que vous allez pouvoir jouer, des marines coloniaux, des colons, des camionneurs de l'espace, des agents des compagnies. Donc là, déjà, on va s'arrêter un peu là-dessus. Ça vous dépeint un peu ce que vous pouvez jouer. Concrètement, vous pouvez faire une campagne un peu militaire. Vous pouvez faire une campagne un petit peu plus, un peu raid march en fait, où vous allez coloniser un truc, ou qui se focalise sur un lieu. Camionneur de l'espace, ça va être vachement le voyage, et les agents de compagnie, ça va sûrement être vachement les intrigues, un peu les intrigues de corpo, parce que il y a un côté cyberpunk, c'est rétro-futuriste dans le design et dans l'ambiance, et tout ça, ça vous invite à jouer de manière un peu bac à sable. Alors les marines coloniaux, peut-être moins, je sais pas. Peut-être ça va être plus un truc en format mission, parce que si vous êtes des marines, vous allez avoir des missions. D'ailleurs, agents des compagnies, peut-être aussi. Et malgré tout, tous ces formats qu'on vous propose de groupes, de concepts de groupes à jouer, invitent, je trouve, à quelque chose d'un peu bac à sable. Et aussi, avoir des propositions claires comme ça de ce que vous pouvez jouer, ça aide vachement à construire un groupe et à se plonger dans l'univers, là où parfois ça manque un petit peu. C'est pas assez détaillé dans des jeux peut-être plus générique ou plus de fantasy, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de jeux qui vous proposent pas des concepts de groupe très clairs en vous disant comment vous pouvez les jouer, et du coup vous vous retrouvez avec un peu un groupe fait de briques et de brocs, il faut inventer des intrigues, des liens. Moi je trouve que ça c'est vraiment cool, parce que comme ça vous êtes sûr de jouer dans un certain ton et d'avoir des liens forts entre les personnages. Ensuite on avance, donc là il vous explique un peu les modes de jeu, avec le mode cinéma dont on parlait tout à l'heure pour la boîte d'initiation et le mode campagne qui est le mode plus classique finalement pour jouer à du jeu de rôle. Alors moi personnellement, Alien, je le vois beaucoup plus en mode cinéma qu'en mode campagne. Et je sais que Bounia, avec qui j'ai joué, on y reviendra après, lui, il joue en mode campagne et il trouve ça cool. Ensuite, on a les thèmes essentiels. Donc ça, maintenant, c'est un truc qu'on retrouve dans un peu tous les livres de jeux de rôle, mais Free Halligan l'a toujours fait et j'ai toujours trouvé ça cool. C'est horreur spatiale, action dans un décor de SF, émerveillement. C'est un peu le deal, en gros. Ils vous disent, quand vous jouez Alien, c'est ça que vous promettez à vos joueurs. Alors évidemment, une fois de plus, c'est du jeu de rôle, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est cool d'avoir ces thèmes clairement en tête, qu'on vous dise pas juste vous jouez dans les films aliens. Bon, c'est vague ça. Ça vous rappelle un peu votre cahier des charges, entre guillemets. Il est encore plus détaillé après. Ensuite, on a les outils du jeu. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Donc ça, on connaît normalement. Votre personnage. Donc là, on commence à vous expliquer la création de personnage qui va passer par le choix d'attributs. Donc les attributs qui sont en fait tout simplement un nombre de dés que vous avez lancé. Il y a 4 attributs, c'est la force, l'agilité, l'esprit et l'empathie. Donc si j'ai 3 en force, je jette 3 dés. Jusque-là, c'est plutôt simple. À cela s'ajoutent des compétences. Les compétences, c'est pareil. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Il y en a 3 par attribut. Nombre de compétences limité pour bien représenter les endroits où il y a de l'enjeu dans un jeu Alien. Ça, je trouve que c'est cool. Les listes à rallonge de compétences, je trouve que souvent, ça nous fait un petit peu croire qu'on va en avoir besoin. Ça nous fait croire que ça nous aide à personnaliser notre personnage. Mais en général, je trouve pas ça hyper utile. C'est généralement, on vient mettre des chiffres là où il y en avait peut-être pas forcément besoin. On aurait pu simplement écrire des mots-clés, dire que nous, on s'y connaît en ceci, en cela, pour justement éviter d'avoir à jeter les dés
dans ce genre de situation. Là, Alien, il vous dit clairement, on limite à 12 compétences, comme ça, c'est efficace et vous jetez les dés que quand il y a de la tension. Et évidemment, les compétences viennent ajouter des dés aux attributs et vous allez jeter plus de dés. Ensuite, vous avez les talents. Donc les talents, là, c'est vraiment les petits pouvoirs un peu, donc vous allez en avoir beaucoup moins. Ils sont plus spécifiques. C'est des trucs un peu personnalisés. Donc si je reprends un de mes pré-tirés ici, donc c'est un prolo, et oui, c'est une carrière du jeu. Ce prolo, il a le talent blasé. Et ça fait qu'il résiste beaucoup mieux au stress lors des scènes de tension, parce qu'en fait, il a un peu tout vu, il est à la cool, quoi. On vous donne aussi des petites règles pour jouer éventuellement un Android, ce qui peut avoir une petite plus-value, ce qui fait vachement Cyberpunk, qui fait vachement Blade Runner, parce que c'est vraiment un peu un délire à la Blade Runner, on est dans le rétrofuturisme, donc vous avez un peu ces synthétiques qui peuvent être infiltrées parmi les gens, etc. Ensuite, on vous explique rapidement ce qu'est le stress, qui est en fait le cœur d'Alien en termes de mécanique, d'originalité du jeu. Ensuite, on vous explique comment calculer votre santé, choisir un nom, apparence. Là, on arrive un peu sur les trucs classiques. Objectifs personnels, on vous dit bien en mode cinéma, il faut que ce soit des objectifs par acte un petit peu, alors que si c'est objectif en mode campagne, c'est plus des objectifs de long terme qui vont servir de moteur en fait à une campagne bac à sable, à vous pousser toujours à aller plus loin. Ensuite, on vous dit de choisir éventuellement des camarades et rivaux qui peuvent avoir des petits impacts mécaniques. On choisit son équipement, on développe son personnage, etc., etc. Il y a des règles d'encombrement. Alors moi, j'ai vraiment souvent tendance à oublier de m'en servir, mais ça peut quand même être utile dans du Alien pour justement créer un peu cette tension, notamment s'il faut aller chercher un truc dans le vaisseau et le ramener quelque part. Peut-être qu'on va être trop chargé, il va falloir laisser nos armes derrière nous. L'encombrement, ça peut créer de la tension et donc c'est assez important dans Alien, je pense. Et les consommables, c'est pareil, parce que les consommables, en gros, ça va être tout ce qui est eau, nourriture, mais surtout air. Oui, dans l'espace, on ne peut pas respirer, il nous faut des réserves d'air, etc. Donc les règles de consommables, etc., c'est des clés, en fait, de ces scénarios d'horreur un peu haletants dans le vide spatial. Donc je pense que c'est assez important de les jouer. Même si j'ai eu un petit peu de mal à ma première partie à tout de suite le mettre en application, au fil d'une campagne, je pense qu'il faut se concentrer sur l'application de ces règles-là. Ensuite, vous avez l'XP. Ensuite, on vous propose différentes carrières. Agent de la compagnie, donc vraiment le mec qui travaille pour les corpos, etc. Pour la Weyland Yutani ou un concurrent comme la salle Bionational, etc., etc. Ensuite, vous avez le gamin, vous pouvez jouer un enfant. Vous pouvez jouer un marine colonial. Et d'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que dans votre équipement, on vous dit tout de suite de choisir un objet fétiche. Un objet fétiche, c'est un truc qui va vous permettre de perdre du stress, de faire diminuer votre stress pendant la partie. Donc ça montre bien quel genre de jeu on va jouer. Ici, Marshal Colonial, donc là c'est les mecs qui font la loi dans les colonies. Le médecin, l'officier. Rôle super cool, je trouve, le rôle de l'officier, genre l'officier du navire, le capitaine et tout. Je trouve que ça met une vraie dynamique dans la partie d'avoir un capitaine. Le pilote, le prolo, le scientifique. Donc là, c'était les carrières pour créer votre personnage. Ensuite, on arrive dans la description des compétences. Alors là, c'est le truc qui peut être un peu perturbant au départ, que chaque compétence est assez détaillée, tout simplement parce que la mécanique vous permet d'avoir des succès excédentaires qui vont débloquer des effets. Donc on va peut-être parler un peu de la mécanique maintenant, avant de continuer dans le bouquin. La mécanique, c'est ça. Vous avez des dés noirs et des dés jaunes. Les dés noirs, c'est vos dés de base. C'est ceux que vous jetez en additionnant votre attribut, votre compétence. Vous les jetez, vous en jetez un, mettons j'ai 3 de force, 3 de combat rapproché. Je jette 6 dés noirs. Même si vous n'avez pas la compétence, vous pouvez jeter les dés. Vous lancez ces 6 dés noirs. 1, 2, 3, 4, 5, ça ne fait rien. 6, c'est une réussite, c'est un succès. À partir du moment où vous avez un seul succès, votre action est réussie, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a des jets en opposition, potentiellement, où vous allez essayer d'avoir autant de réussite que votre adversaire ou plus pour le battre. Et sinon, dans toutes les autres situations, ce qu'on essaye de savoir, c'est juste si vous allez avoir un 6. Les 6 excédentaires, ça améliore votre réussite. Donc là, quand il va y avoir des difficultés, des modificateurs, c'est votre nombre de dés lancés qui va diminuer ou augmenter. Il n'y a pas de seuil de difficulté à atteindre. Que je trouve plutôt intelligent, et c'est ce que vous retrouvez dans tous les jeux de Free League avec le système Year Zero. Donc vous cherchez pas des 4, des 5 et des 6 et tout, ce qui vous fait faire un petit peu de temps à trifouiller vos dés. Non, vous cherchez des 6, et en plus si vous avez des dés aliens, ben le 6 il est évident, donc ça va très vite malgré le lancer de boîte de dés. En fait, si vous n'obtenez aucun 6, vous allez peut-être décider, mettons là, hop, j'ai fait un 4, j'enlève ça pour le moment. Mettons, voilà, j'ai fait un GD, j'ai eu ça.
Aïe, 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 je n'ai pas réussi. L'alien court derrière moi, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Peut-être que je vais pousser mon jet. Je vais pousser mon jet pour essayer de récupérer des 6. Pousser mon jet, je reprends tous les dés qui n'ont pas fait 6. Et je relance. Oh, j'ai eu un 6. Effets spéciaux. Donc j'ai eu un 6, donc là c'est réussi. Donc pousser le dé m'a permis de fuir cet alien, ce qui est top. Par contre, dès lors que je pousse les dés, j'augmente mon niveau de stress et du coup j'ajoute un dé par niveau de stress que j'ai gagné. Donc là, mettons, c'était la première fois que je poussais un test. Donc je ne suis qu'à un niveau de stress, je dois ajouter un dé jaune à mon pool de dés. Il me semble que je dois le faire immédiatement, donc là j'aurais dû le lancer. Et là, vous voyez effectivement que pour les dés de stress, on a une petite différence, c'est que le 1 c'est un facehugger. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'ajoute des dés de stress, les 6 ça va être des réussites potentielles en plus. Donc plus je pousse mes dés, plus je subis du stress, plus j'ai des dés jaunes, plus j'augmente mes chances de réussite. Vous allez me dire, puisque j'ai plus de chances d'avoir des 6 tout simplement. Donc le stress me rend, avec l'adrénaline, me rend plus fort. Mais si je tombe sur le facehugger, je vais devoir faire un test de panique. Donc, un test de panique, je jette simplement un D6. Je jette un D6, ça interrompt mon action. C'est immédiat. Je dois le faire avant de savoir si mon action fonctionne, etc. Je jette mon D6. Au résultat de ce D6, j'additionne tous mes niveaux de stress. Donc là, en l'occurrence, j'aurais eu un niveau de stress. Donc, mettons, je jette un dé. Je fais un 5 et j'ajoute mon niveau de stress. J'ai 6 de stress. Enfin, bon, le résultat de mon test de panique est de 6, je le compare à un tableau, et là il va y avoir des effets qui vont de bon ça va en fait, il ne se passe rien de spécial, à vous tremblez, donc vous perdez en précision, vous lâchez votre arme, vous devez vous cacher, vous hurlez, vous êtes en catatonie, vous attaquez tout le monde autour de vous, etc. etc. Ce qui nous rappelle peut-être un petit peu des jeux à la Cthulhu, etc. avec des effets aléatoires de petits accidents mentaux finalement. Voilà pour cette mécanique. Et si je suis forcé de fuir, malgré toutes mes réussites, si mon test de panique me dit que je dois fuir, je ne réalise pas mon action et c'est pas cool. Et vous allez pouvoir évidemment perdre du stress en vous reposant, en utilisant votre objet fétiche. Peut-être que votre commandant, vous gueulant un bon coup dessus, il va pouvoir faire diminuer un peu votre stress. Peut-être que vous allez pouvoir prendre une drogue qui va diminuer votre stress. Peut-être que vous allez pouvoir prendre une drogue qui va augmenter votre stress parce que vous voulez faire plus de 6. Peut-être que c'est votre stratégie, mais vous risquez des tests de panique, etc., etc. Et donc, voilà, grosso modo, pour la mécanique du jeu. Donc, on est de retour dans le livre avec forcer le test, panique, etc. Donc, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Et vous allez voir que y a pas mal de détails pour chaque compétence, parce que si vous avez des 6 excédentaires, donc un 6 vous avez réussi, mais les 6 excédentaires vous permettent d'obtenir des actions d'éclat. Typiquement, augmenter vos dégâts. Avoir un bonus à un prochain test, par exemple, pour utiliser le même objet. Vous déplacer plus vite pour la mobilité peut-être, ou être discret plus longtemps en combat à distance, peut-être que vous allez désarmer votre adversaire ou faire un tir de suppression, etc. Donc les réussites excédentaires vous permettent de débloquer des effets supplémentaires tout simplement. Donc on avance. Les talents, donc là les talents, c'est ce dont je vous parlais, c'est les trucs un peu petits pouvoirs spéciaux à vos personnages. On retrouvera sûrement le blasé de notre prolo ici. Typiquement, blasé c'est pas mal. Si vous avez beaucoup de stress, vous voyez, ça vous permet une fois par séance de jeu en mode campagne ou une fois par acte en mode cinéma d'ignorer tous les facehuggers d'un jet. Donc vous pouvez vous dire, mon prolo il a énormément de stress, l'alien est derrière lui, il va juste se retourner et mettre une dérouillée à l'alien en balançant une montagne de dés qui va détruire la table et ignorer tous les facehuggers sur cette action spécifique et du coup potentiellement obtenir plein de 6 et faire des trucs de fou. Donc vous avez comme ça pas mal de talents, donc des talents spécifiques à chaque carrière, puis ensuite des talents un peu plus généraux pour mix and match, faire des personnages un petit peu différents, j'ai envie de dire. Ici vous avez les combats et la panique, donc là le combat c'est assez classique. Initiative tirée avec des cartes pour gagner en vitesse. Des déplacements en zone abstraite, pas de cases, etc. qui vont vous permettre de jouer de manière cinématique tout simplement. On parle du mode discret. J'ai pas trouvé une plus-value folle à cette appellation mode discret. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que dans le jeu, vous allez jouer un peu soit au quart par quart, parce qu'on découpe le temps d'une manière assez spéciale, au quart par quart, donc c'est-à-dire de 5 à 10 heures. Donc c'est la mesure du temps pour la récupération. Au tour par tour, ça va être les déplacements un peu tactiques qu'ils appellent la furtivité. Ça va être des tours de 5 à 10 minutes. Et par round de 5 à 10 secondes donc pour les combats. Et en fait, tout simplement, vous allez retrouver ces termes tour, quart, etc. dans l'équipement, par exemple, quand vous prenez une drogue qui fait l'effet pendant un quart, etc. Donc toutes les mesures sont un petit peu abstraites. On vous laisse une marge d'appréciation
pas que ce soit une peine à tracer. Donc dans le mode discret, on vous parle des déplacements ennemis et tout. Ça, j'ai pas vraiment compris l'intérêt personnellement. Pour moi, c'est juste, en fait, quand vous n'êtes pas en combat, que vous vous déplacez, vous détectez les choses autour de vous. En fait, ça ajoute une sorte de petit côté jeu de plateau que je trouve pas nécessaire. D'ailleurs, il y a une seule page, donc je sais pas si, c'est pas très développé en plus. Ensuite, on arrive dans le combat. Donc là, on vous explique qu'il y a des actions lentes, des actions rapides. On vous explique comment ça marche. Vous avez la liste des actions lentes et rapides. Ça, c'est hyper classique. Vous avez comment ça marche le combat rapproché. Vous pouvez éventuellement bloquer au corps à corps. Là, vous ne pouvez pas le faire avec des armes à distance. On vous dit régulièrement, cette action fonctionne contre les humanoïdes, mais pas contre les aliens. Par exemple, saisir, vous n'allez pas pouvoir saisir un alien. N'espérez pas trop. On parle de munitions. Les munitions sont gérées de manière abstraite. Ce qui est assez cool. En gros, un chargeur, c'est un combat. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve que c'est efficace. Mais si vous faites un facehugger alors que vous tirez, on considère que vous videz votre chargeur. Plutôt cool et plutôt dangereux. Je vous explique protection et tout. Donc là, on est vraiment dans El Clasico. À savoir que quand vous arrivez à 0 point de vie, ce qui va arriver plus souvent que vous ne le voudriez, vous ne mourrez pas directement. Vous jetez un dé 66, donc 2d6 comme un d100, mais sauf qu'à la place des d10, vous lancez des d6. Paf! Et là, vous avez une table de critique où à chaque fois on vous dit si la blessure est fatale ou non, en combien de temps vous allez mourir, les malus que vous allez subir et pendant combien de temps. Avec des jets de médecine, vous pouvez réduire ces effets. Donc en fait, vous ne pouvez pas mourir comme ça juste en prenant plein de dégâts d'un coup. Vous allez juste arriver à 0 point de vie, jeter votre D66 et regarder ce qui se passe. Alors sachant qu'il y a des morts immédiates ici. Et que sinon, il y a plein d'effets intermédiaires pour que votre personnage souffre le martyr, qui traîne la patte, qui rampe dans les couloirs du vaisseau, dans les coursives, poursuivi par la bête qui bave de l'acide. Et ça colle vraiment très bien et c'est cool. Ensuite, vous avez les traumatismes mentaux permanents. Vous voyez que vos personnages vont souffrir, ça fait un peu partie du deal en même temps. Prévenez vos joueurs. Ici, test de panique. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et les éventuels effets du stress. Autre péril. Alors vous pouvez mourir affamé, vous pouvez mourir déshydraté, épuisé, dans le vide avec votre sang qui bout et vos poumons qui s'affaissent. Vous pouvez mourir gelé. C'est incroyable, toutes ces possibilités. Vous pouvez mourir d'une mauvaise chute, d'une explosion ou encore enflammé et peut-être même d'une maladie. Toujours avec des illustrations au top pour vraiment mettre quand même un petit peu de positivité dans ce que vous voyez. On n'a toujours pas fini, on peut parler également de mort en radiation, noyade, suffocation. C'est un jeu qui peut vraiment bien se prêter à la survie. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'aspects qui sont pris en compte. Et je pense, une fois de plus, que dans ce type de jeu spécifiquement, c'est des règles qu'il faut un peu maîtriser et dont il faut se servir pour mettre des dangers autres que simplement des aliens ou des bad guys. Parce que sinon, ça risque de vite tourner en rond. C'est pas un jeu avec un exotisme à n'en plus pouvoir. On y reviendra après. Par contre, le vide spatial, les conditions difficiles de vie, il faut les jouer, à mon avis, notamment en campagne. On arrive sur combat en véhicule, partie que j'ai moins regardé, tout simplement parce que j'ai pas fait jouer de combat en véhicule. Donc je passe, mais sachez que ça existe. Ensuite, vous avez l'équipement, et là, vous avez pléthore d'équipements. Vraiment, c'est cool. Il y a pas mal d'armes. Il y a pas mal d'outils qui peuvent servir d'armes. Il y a pas mal d'objets qui donnent le ton, qui vous rappellent que c'est rétro-futuriste. Genre, vous avez des ordinateurs, mais c'est des gros ordinateurs avec écran cathodique, mélangés avec des intelligences artificielles. Donc, on se voit bien que c'est de la science-fiction, mais qui a été pensé avant. Et c'est ça qui apporte peut-être un peu d'exotisme. On a des articles médicaux, donc on a plein d'équipements. Je vous passe le truc, vous avez des véhicules, à chaque fois avec des plans plutôt cool. Concrètement, chaque illustration est ultra inspirante. Et ensuite, vous arrivez dans la vie, dans l'espace. Donc là, j'essaie d'accélérer. Une fois de plus, ça c'est une partie que j'ai pas trop explorée parce que j'ai joué que 2 fois en mode cinéma. Mais une fois de plus, vous avez des illustrations genre à couper El Soufflot. La habitation, etc., etc. Votre argent, vos papiers, je vous prie. Donc là, pour moi, c'est une grosse plus-value des bouquins de Free League. C'est qu'on vous plonge dans l'univers. Vraiment, on vous donne salaire moyen, salaire médian, vous avez tout. Vous avez les salaires en fonction des métiers. Je reviens en arrière parce que je suis allé un peu vite, je me rends compte. Les styles de vie, comment ça marche la monnaie, comment ça marche les colonies dans l'espace profond, comment ça marche les habitations. On vous donne quelques exemples de stations un peu originales et on ne va jamais trop loin. C'est ça qui est bien. Ça, c'est vraiment le truc qui est bien avec les trucs Free League. On va pas trop loin dans les détails.
Moi, j'aime bien les univers où on vous donne comme ça, on vous peint le tableau, on vous permet de jouer dans cet univers, mais on laisse du vide. On vous laisse vous approprier le truc. On n'est pas là à vous dire, vous faire la liste de toutes les stations et de leurs statistiques, etc. Et du coup, finalement, presque de vous fermer des portes. Alors, évidemment, vous pouvez ignorer ces propositions qui vous sont faites, mais moi, je trouve ça contraignant. Je préfère que ce soit léger. Là, on vous propose plusieurs religions qui peuvent être intéressantes dans cet univers. Comment fonctionne le maintien de l'ordre. Et là, on part dans les vaisseaux spatiaux. Partie que j'ai pas trop explorée, une fois de plus. Donc là, on vous dit comment vous pouvez créer votre vaisseau pour en faire un truc un peu personnalisé pour votre groupe. On vous donne aussi des exemples de vaisseaux, pardon. Ça fait vachement penser à Coriolis. Dans Coriolis, on vous proposait de faire la même chose. Et notamment, si vous êtes camionneur de l'espace, par exemple, ou que vous êtes à la limite peut-être militaire, mais militaire, ça colle déjà un peu moins. Si vous êtes des mercenaires, des camionneurs de l'espace, votre vaisseau, ça fait vraiment partie intégrante de votre groupe. Et donc, passer un petit peu de temps à la création du groupe pour créer votre vaisseau, en fait, qui va être votre Faucon Millenium, votre QG, c'est plutôt cool. Donc voilà, vaisseau, combats spatiaux, j'ai pas trop lu parce que tout simplement, j'ai pas fait jouer de combats spatiaux. Mais vous avez des règles avec des actions de combat spatial, avec des phases. Donc là, ça fait un peu plus wargame, il me semble. Vous voyez, vous avez la phase, voilà. J'ai pas lu, mais je sais parce que c'est un peu comme dans Coriolis, phase de censeur, phase de pilotage, phase d'artilleur, phase d'ingénieur. Donc vous allez passer par ces phases à chaque fois où chaque membre du groupe va avoir son rôle à jouer dans l'équipage. Ici, on arrive sur les avaries, donc un peu de la même façon que les coups critiques dont on parlait pour le combat normal. Vous allez avoir des avaries, donc peut-être que l'ingénieur va devoir courir pour aller réparer un truc, et puis ça va vous servir aussi s'il y a des accidents, s'il y a un test de pilotage qui fonctionne mal, etc. On parle de la réparation du vaisseau et tout. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, la mission de maman, c'est tout simplement la mission du maître de jeu. Alors maman, c'est qui? C'est le maître de jeu, c'est la voix dans Alien qui fait « Bonjour capitaine, le capitaine est appelé dans la zone de Comtech. Voilà. » Vous voyez le genre? Vachement cool à jouer, on en parlera après. Donc voilà, une fois de plus, des points clés pour bien faire jouer Alien, broder à partir des films, limiter leurs ressources. C'est ce que je disais pour les consommables, etc. En fait, le bouquin vous le dit. Pourquoi je vous explique tout ça? Restez dans l'ombre. Faites monter la pression, laissez-les respirer. On vous dit quelle est votre mission et ça simplifie pas mal les choses. On vous reparle des thèmes, le stress et l'horreur, etc., etc. Je passe rapidement là-dessus. Les 3 étapes de la peur, ça c'est assez intéressant. Ce qui est cool dans le jeu de rôle, c'est qu'à chaque fois que vous trouvez un nouveau livre, il y a plein de petits conseils. Il y en a souvent qui sont les mêmes, c'est bien normal, mais souvent il y en a des cools, des différents, des sympatoches. Mode cinéma, mode campagne. Mode campagne, c'est un petit peu léger, mais avec la partie dans laquelle on arrive, où je vais passer assez rapidement, on a pas mal de choses. Donc là, on arrive dans gouvernement et grande compagnie, et là, paf, là, c'est vraiment l'univers. Donc une fois de plus, on vous peint le truc, on vous noie pas sous les détails. Évidemment, si vous aimez les détails, vous pouvez acheter des suppléments et on vous noiera sous les détails, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. J'aime bien cette présentation. Donc là, Empire des Trois Mondes, donc là, c'est les grandes factions. Empire des Trois Mondes, donc c'est Royaume-Uni, Japon et quelques nations supplémentaires qui se sont alliées à eux. Les Amériques unies, donc Canada, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, tous unis. Et l'Union des peuples progressistes, finalement, c'est les pays d'Europe qui se mettent un peu en guerre contre les Amériques unies. Alors, en particulier la Russie. En gros, une fois de plus, rétro-futuriste. On est sur une bonne grosse guerre froide. Hein. Genre, les choses n'ont pas changé. C'est des inspirations d'époque, quoi. On n'a pas transformé l'univers pour le faire coller à notre science-fiction actuelle. Pas du tout. Donc voilà, ça fait guerre froide. Ensuite, on a les colonies indépendantes, donc un peu plus les trucs privés, etc. Commission du commerce interstellaire, et là, c'est parti, quoi. Là, on commence à vous donner pas mal de trucs. Des corpos, Weyland-Yutani, qui est au cœur de l'univers d'Alien. Des corpos, des factions, des objectifs, pour, voilà, vous laisser créer votre campagne, finalement. Il y a de quoi faire. Ensuite, système et planète. Système et planète, on va vous donner quelques détails sur l'univers d'Alien, donc les différentes zones de l'espace connu, les systèmes du noyau, le voile extérieur. Bon, j'ai accéléré un petit peu parce que sinon la vidéo va être longue, mais globalement, vous avez plein de systèmes qui vous sont détaillés pour vous présenter un peu l'ambiance des différentes régions de la galaxie. Ensuite, vous arrivez dans les espèces d'aliens. Et là, vous allez avoir un petit peu les trucs sur les ingénieurs, sur les xénomorphes, les néomorphes, etc., etc. Donc à chaque fois, vous avez
franchement pas mal de détails. C'est un peu un guide touristique, hein. Franchement, même pour quelqu'un qui veut pas jouer au jeu de rôle, c'est un super bon bouquin Alien en réalité. Et donc, vous avez les stades par lesquels passent les aliens quand ils se développent. Vous allez avoir les attaques des aliens, ça c'est un truc vraiment cool. Attaque aléatoire à la Forbidden Lands. Au lieu de jouer votre alien et de dire exactement ce qu'il fait, vous tirez les dés. Alors, ça peut parfois casser le rythme. C'est une erreur que j'ai faite. Je me suis pas assez approprié la table avant de commencer la partie. J'avais pas assez étudié, moi, donc ça a un peu cassé le rythme parce qu'à chaque fois, je devais lire le truc. Mais en gros, vous tirez aléatoirement les attaques des monstres. Et ça, c'est super cool parce que ça enlève toute forme d'arbitraire. Il y a aucun de vos joueurs qui va dire « Ah ouais, mais tu te concentres sur moi ou t'as fait l'attaque qui fait le plus de dégâts. » Non, non, non. J'ai jeté un dé. C'était aléatoire. Donc, vous avez des attaques aléatoires pour les monstres, comme dans Forbidden Lands, ce qui est cool. Très bon, je risque de diverger vers Forbidden Lands, donc je vais revenir à Alien. Donc voilà, vous avez pas mal d'aliens qui vous sont proposés. Facehugger, là on revient dans des petits trucs un peu plus classiques. Les périodes de gestation des Bambi Bursters, des Chest Bursters, que des monstres affreux. Vous avez de quoi faire. Et là vous arrivez au mode campagne. Et je trouve que c'est bien foutu. Donc là, bon, il va falloir faire preuve d'un peu de créativité, mais c'est l'invitation au bac à sable. Je pense, pour certaines personnes, peut-être, il manquera des choses. Moi, notamment, il me manque de l'inspiration. En fait, il me manque cet attachement profond à l'univers d'Alien. C'est pas un univers dont je suis fan. C'est ce qui me manque pour y jouer en campagne. Mais il y a du matos. Vous avez, voilà, à nouveau des précisions sur les différents types de groupes que vous pourrez faire, marines coloniaux, etc. Donc les types de campagnes. Et là, paf, créer des systèmes stellaires. Et là, bah, vous avez plein d'outils. J'ai pas regardé dans le détail, mais ça m'avait l'air plutôt sympa. Vous voyez, genre par exemple, les types d'atmosphère, les tailles de planètes. Vous allez avoir la table des terrains planétaires. Donc vous pouvez créer vos planètes de manière aléatoire pour faire de l'exploration spatiale, du bac à sable. Et aussi, ce que je trouve vraiment cool, c'est surtout ça que moi j'aime bien, c'est des accroches de scénarios pour du bac à sable. Ça fait toujours plaisir. Les allégeances des colonies pour du bac à sable, ça fait toujours plaisir aussi pour des factions. Générateur de missions. Vous avez de quoi faire des trucs. Livraison. Oh là là, je ne cesse de m'émerveiller. J'avais pas bien regardé cette partie non plus, vu que j'ai fait jouer le mode cinéma. Mais il y a des belles choses. Donc, bref, vous avez de quoi créer des trucs, hein. Concrètement, des rencontres aléatoires, des PNJ adeptes d'une secte, un androïde, voilà. Vous avez des PNJ pour les rencontres aléatoires et tout. Là, vous avez un petit terrain de jeu, la station Novgorod, pour jouer en mode colon, j'imagine. Et vous avez encore un petit scénario que je n'ai pas regardé non plus, donc je ne peux pas vous dire si c'était bien ou pas. Mais on va parler de gameplay, etc. dans un instant, puisqu'on arrive à la fin de ce feuilletage. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé d'Alien pour y avoir joué et pour l'avoir maîtrisé. Donc voilà pour ce qui est du matériel d'Alien. Donc comme vous l'avez vu, les ouvrages sont super beaux, les illustrations sont folles, mais de toute façon avec Free League, bah, je sais pas, pour moi Free League, c'est quasiment impossible pour moi de ne pas acheter ce qu'ils font, ne serait-ce que pour les illustrations, parce qu'à chaque fois je trouve ça topissime. Et la direction artistique, l'esthétique des livres, en fait, correspond parfaitement au jeu à chaque fois et ça fait rêver. Mais qu'en est-il, voilà, maintenant de comment ça se passe pendant la partie? Est-ce que ça m'a plu ou pas? Alors je dirais d'abord que moi les règles m'ont vachement plu, donc c'est le système Year Zero avec la spécificité du stress dont on a parlé avant. Je trouve que ça marche très bien, mais qu'il y a quelques petits trucs à prendre en compte. Par exemple, quand j'ai joué en tant que joueur sur un VTT, donc c'était sur Roll20, on sait bien que l'aléatoire n'est pas parfait sur les Roll20, etc. Parce que même si c'est programmé pour être le plus aléatoire possible. On avait tout le temps des facehuggers, etc. Et donc, en fait, notre stress, il montait en boucle, etc. Ce qui, dans une partie avec des dés, ce n'est pas révélé pareil. Alors, vous allez me dire, j'ai que 2 échantillons pour comparer, donc si ça tombe, je psychote un peu. Mais moi, je pense, enfin, j'ai l'impression, pour avoir un peu plus joué sur VTT actuellement, que l'aléatoire n'est pas parfait sur certains de ces systèmes. Donc, peut-être que c'était juste de la malchance, etc. Je trouve que les blessures critiques et tout, ça apporte un truc. Comme je le disais, quand on a feuilleté en tant que MJ, des petits points de règle sur lesquels je ferais attention, c'est à bien faire gaffe au truc du test de panique. Essayez du mieux que vous pouvez de vous approprier cette table pour pas perdre trop de temps dans sa lecture. Pareil pour les aliens, quand vous jetez aléatoirement leurs attaques, essayez de connaître un petit peu les aliens que vous allez jouer. Moi, j'y suis allé un petit peu à l'arrache. Et ça cassait un peu le truc, alors que c'est censé être voilà, des scènes de combat. Donc,
Ce que je trouve cool avec cet aléatoire des attaques des aliens, c'est que vous enlevez tout arbitraire, genre vous-même vous êtes surpris par ce que l'alien fait et tout, donc c'est assez cool. Dans un jeu comme Forbidden Land, bah c'est vachement bien ce système d'attaque aléatoire parce que ça fait que vous n'avez pas forcément à apprendre par cœur chaque monstre, et pour du bac à sable c'est parfait. Mais dans Alien, vu que vous avez un peu, notamment dans les modes cinéma, le luxe de savoir quels monstres spécifiquement vont rencontrer vos PJ, et surtout qu'il n'y a pas un bestiaire gigantesque d'aliens, bah essayez d'apprendre un peu comme ça ces tables de monstres pour gagner en fluidité. La création de personnages, je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air hyper rapide. En même temps, c'est plutôt pas mal parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de morts même en mode campagne. J'ai pas testé les véhicules et les vaisseaux spatiaux, comme je vous ai dit, mais sinon, pour les combats et tout, ben, finalement, ça reste un truc assez theater of the mind. Théâtre de l'esprit, les joueurs ont vite compris le truc, ça fonctionne. Truc duquel je suis un petit peu moins fan, c'est les armures où vous jetez des dés pour savoir si elles fonctionnent et tout. Ça rajoute une étape au combat. Moi, en général, j'aime bien les combats qui vont très très vite, genre par exemple les trucs avec des passes d'armes. Donc jeter les dés d'armure pour réduire les dégâts, ça ralentit un peu le truc, mais voilà, c'est pas des difficultés insurmontables. Globalement, je trouve que le système marche bien. Il reproduit bien l'univers de jeu, le stress, ça marche bien. Enfin, et tout est bien unifié. Vous n'avez pas 1 milliard de sous-mécaniques de trucs. Peut-être qu'avec les combats spatiaux, bah, ça complexifie le truc. Mais globalement, le jeu roule tout seul, en fait. J'ai l'impression. Pour ce qui est de l'univers, etc., bon, moi, je vous ai dit, je suis pas un méga fan d'Alien. J'ai dû en voir 2 ou 3. Je pense que les fans d'Alien aimeront beaucoup, parce que notamment, quand j'ai joué, j'étais joueur à la table de Bounia, qui est membre du Discord. Rejoignez le Discord. C'est génial. J'ai joué à la table de Bounia. Lui, il est super fan d'Alien, il a lancé une campagne et il m'a dit voilà qu'il avait adoré le bouquin et tout. Moi aussi j'ai adoré, mais on n'a pas la même perspective entre fans et personnes qui découvrent un peu plus, qui se laissent surprendre. Moi personnellement, enfin, à un moment je me suis demandé si j'allais pas lancer une campagne, mais j'ai déjà une campagne post-apo qui est lancée. Je veux peut-être lancer une autre campagne un peu de Barbarians of Lemuria, et surtout pour de la SF, bah, j'ai envie de jouer Coriolis quand il sortira en français, mais bon, ça commence à faire un petit moment qu'on attend. Mais voilà, je préfère me réserver pour Coriolis parce que l'univers m'inspire plus, je trouve qu'il y a un peu plus d'exotisme, qu'on peut un peu plus partir en live. Pourtant, Alien, malgré mes a priori, bah en fait, il propose vraiment des bons trucs en fait pour la campagne, je trouve. Vous avez le côté un peu cyberpunk, Blade Runner, rétro-futuriste, donc avec des corporations qui se font la guerre avec une sorte de guerre froide pour obtenir des technologies et tout, donc il y a moyen d'avoir des jeux de faction. Il peut y avoir de l'exploration. Alors après, pour l'exploration, c'est un peu plus aride et c'est pas du space-up genre Star Wars où vous allez trouver plein d'aliens, des races intelligentes, partir un peu en fantasy futuriste finalement. Ça va plus être un truc d'attrition et tout, donc une sorte de jeu de survie. On va peut-être jouer un peu la routine, le côté aussi dur de l'univers. Les PJ, finalement, ils mangent du jus de blatte, quoi. C'est un peu c'est des pions dans un engrenage. Et il faut faire ressentir ce côté pesant, ce côté un peu routinier de leur métier pour justement casser la routine avec les aliens et tout. Parce qu'en fait, c'est là où peut-être moi je vais être un petit peu moins fan, c'est justement que vous pouvez pas lâcher des aliens tout le temps parce qu'ils sont très forts, hyper mortels, et surtout comme c'est un truc d'horreur et ils peuvent pas être omniprésents, sinon on perd la saveur d'alien justement. Sinon c'est très humano-centré, c'est un petit peu terne, c'est pas très coloré comme univers, etc. Donc je sais pas comment dire, je pense que j'aurais du mal à mener ça sur le long terme. Personnellement, je préfère des trucs un peu plus dynamiques, genre jouer un peu ce côté bac à sable routinier, je sais pas. Il y a un truc qui m'empêche de me voir jouer ça en campagne. Donc si vous le faites jouer en campagne, ou si vous avez des arguments pour que vous comptez y jouer, etc., expliquez-nous pourquoi, ça pourrait être très intéressant. Peut-être même que vous avez des conseils si vous avez expérimenté le truc. On va en revenir un petit peu plus, retour d'expérience. Donc en tant que MJ, moi ce que j'ai vachement aimé, c'est jouer maman. Ça c'est vraiment cool. Donc maman, c'est la voix off, hein, c'est le Google Home du vaisseau, c'est le truc qui donne des infos au PJ, ils peuvent lui poser des questions en mode « Maman, qu'est-ce qui approche ?» USCSS Cronus en approche. Système vitaux éteint. 0,9 fois la vitesse de la lumière. Collision imminente. C'est assez marrant à jouer un peu, de faire cette voix, d'avoir l'impression un peu de partager. En fait, je trouve que jouer maman, ça vous donne l'impression d'être un peu dans le groupe et en même temps d'être un peu un traître. Enfin, je trouve que c'est plaisant en tant que maître de jeu d'incarner Mother. Aussi, ce que j'ai trouvé plutôt cool dans ma partie en tant que MJ, c'est que mes joueurs, j'ai trouvé qu'ils étaient bien investis.
Alors, j'ai joué avec des joueurs qui sont plutôt de la team résolution de problèmes, si vous voyez ce que je veux dire, plus que de raconter l'histoire, créer des personnages cool. Eux, ils sont un peu dans le mode challenge et tout. Et je pense qu'il y a dans Chariot of the Gods, donc le scénario du kit de démarrage, il y a une bonne dynamique pour des joueurs débutants. Je pense que ça peut assez bien marcher. J'aime bien ce côté genre huis clos, légèrement bac à sable. Ils ont des décisions à prendre, etc. C'est pas des successions d'événements, mais c'est quand même rythmé. J'aime bien le fait qu'il y ait une position de capitaine un peu dans le vaisseau, qu'il y ait des traîtres, etc. Je pense que c'est pas mal aussi pour des débutants qui peut-être ont déjà fait des jeux comme les loups-garous de Tierce-Lieu, etc. Genre, ça rajoute une petite couche de gameplay par-dessus. Ça fait un peu jeu de plateau par moment, Chariot of the God, mais j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé que c'était dynamique. Le scénario est bien foutu, à l'exception du dernier acte. Donc je vais pas spoil, mais en gros, il se passe des trucs qui sont censés rallonger un peu la sauce. Potentiellement, je pense que c'est un moyen d'essayer de ramener des PNJ s'il y a beaucoup de monde qui est mort dans le vaisseau pour que vos joueurs puissent récupérer ces PNJ si leurs pré-tirés sont morts. Moi, j'ai pas eu de mort dans mon scénario. Il y a eu 3 combats, mais ils ont été réglés de façon assez expéditive, notamment les combats contre des humanoïdes, parce que moi, j'ai tendance à, faire jeter les dés s'il y a besoin, mais si quelqu'un met son pistolet sur la tente de quelqu'un, en général, il le tue. Et c'est ce qui s'est passé dans un combat entre humanoïdes. Il n'y a pas eu vraiment d'échange de tirs, donc ça a été assez expéditif. Et on n'a pas eu de mort, on a eu un œil crevé, des genoux cassés, des trucs comme ça. Malgré tout, je pense que le scénario peut quand même s'avérer assez mortel. Vous pouvez mettre un degré de mortalité plus ou moins élevé en fonction du nombre d'aliens que vous allez y mettre, etc. Vous avez une certaine liberté à ce niveau-là. Donc je trouve qu'il est vraiment cool. Il invite les PJ à être proactifs en leur donnant des informations au fur et à mesure, et c'est eux qui doivent décider, notamment avec cette dynamique d'équipe de capitaine. Je trouve que c'est vachement cool. Le fait que ce soit un peu maman qui leur dise bah, vous allez devoir faire ça plutôt qu'une sorte de donneur de quête qu'on pourrait trouver très classiquement dans un kit d'initiation, je trouve ça assez sympa. Enfin, j'ai trouvé ça très bien. Et pour terminer, en tant que joueur, on a joué un scénario, du coup c'était un scénario maison, mais c'était un scénario cinéma assez classique et tout. Ça peut peut-être être un des petits risques, c'est que les scénarios cinéma peuvent vite se ressembler. Enfin, il faudra redoubler de créativité, mais je pense avec les tables à la fin du bouquin, comme on a vu dans le feuilletage, il doit y avoir plein de petites idées pour renouveler le truc. Mais bref, moi ce que j'ai vachement bien aimé en tant que joueur, c'était ce côté, ce côté cinéma où on peut play to lose. Moi j'aime bien play to lose un petit peu. En fait j'aime bien que le parti pris du mode cinéma ce soit de dire bah voilà, il faut faire un truc d'horreur, donc il faut que vous ayez des objectifs divergents. En fait ça sert à pousser les joueurs à prendre des décisions un peu bêtes, parce que dans un film d'horreur, les mecs sont débiles, ils se séparent, il y en a un, il va dire « Oh, j'ai pas peur de ce monstre, je vais aller le tuer », et l'autre va faire « Non, reviens, ne fais pas ça », et les autres ils font « Laisse-le, il est déjà mort », et genre ça crée des situations un peu comme ça, qui n'auraient peut-être pas lieu si on jouait de manière un petit peu plus classique, ou un peu à un niveau plus méta, on se dit bon, il faut faire hyper attention, on sait qu'il y a des aliens, donc on est méga prudent et tout. Les objectifs, les trucs comme ça permet de casser ce côté méta. Du coup, j'ai vachement aimé. Moi, je suis mort 3 fois dans le scénario parce que, sans faire complètement le débile, je jouais des personnages un petit peu téméraires. Et je trouvais que ça mettait une dynamique voilà. Moi, j'aime bien en fait prendre des risques notamment dans les one-shots. Éventuellement mourir, mais prendre des risques pour faire avancer les choses. Et je trouve que le jeu y invite vachement. Voilà pour cette vidéo. Avant qu'on termine, je vous recommande, si vous voulez un peu préparer le scénario Chariot of the God ou voir un peu ce à quoi peut ressembler une partie alien, de regarder l'actual play de Studio 4D2, qui est vachement bien. J'ai découvert cette chaîne d'actual play pendant ma préparation d'Alien. J'ai trouvé que c'était super cool. Je trouve que ça ressemble vraiment à une partie de jeu de rôle, ce qui n'est pas toujours le cas des actual play, mais ça c'est mon avis. Parfois, bon, maintenant, je l'ai dit, il faut que je m'explique. Je trouve parfois que dans les actual play, c'est vachement mis en scène, etc. Ce qui est cool, parce que c'est une proposition, c'est-à-dire d'essayer de mettre en scène le jeu de rôle, de rendre ça un peu spectaculaire, le rendre attirant, faire en sorte que ce soit plus facile à suivre, mettre des cliffhangers, etc. C'est un parti pris, mais moi, personnellement, je préfère regarder des actual play qui ressemblent plus à des parties qu'on peut trouver autour d'une table. On essaie plus de reproduire une vraie partie de Alien, en l'occurrence, que de faire une sorte de show alien. Je sais pas comment expliciter ça mieux que ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cet actual play de Studio 4D2, il vous montre vraiment bien, je trouve, à quoi peut ressembler une partie d'Alien. Les joueurs, ils sont cool. La maître du jeu est très cool. La réalisation est bien. Je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez joué à Alien, si vous avez les mêmes sensations, eu des sensations semblables aux miennes en jouant, ou est-ce que vous jouez des campagnes, etc. d'Alien? Est-ce que ça marche? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner,
à rejoindre le Discord, à mettre la cloche pour être prévenu des futures vidéos, ça nous aide pas mal, et aussi à vous rendre sur notre site, vous trouverez les liens en description pour tout simplement télécharger nos guides. Donc le guide du maître du jeu débutant, vous allez trouver plein de petits trucs si vous êtes un maître de jeu débutant, que vous préparez votre première partie de jeu de rôle, et le guide, le culte des songes, une sorte de scénario avec des règles, avec un guide, une sorte de scénario d'horreur, qui est à mon avis adapté aux débutants, tout en essayant de les challenger un petit peu, en les prenant un peu moins par la main que certains kits d'initiation. Donc je vous invite à aller jeter un œil et à nous dire ce que vous en pensez, et voilà. On a terminé. Cette vidéo est longue, j'espère que vous êtes toujours là pour m'entendre vous dire au revoir et à très bientôt sur le bon MJ.